Déjà, merci de nous accorder cette interview. Moi, j'ai pris une claque monumentale avec Les Furtifs. Je l'avais déjà prise avec La Horde, mais avec Les Furtifs, c'était une grande découverte pour moi de liberté d'écriture que je ne pensais pas possible. Mais j'ai trouvé que ça abordait plein de thématiques autour de la parentalité, du rapport de l'amour qu'on a pour son enfant et jusqu'où l'amour qu'on a pour son enfant peut aller. Je me suis dit que ça peut rejoindre vraiment l'enjeu des parents qui ont un enfant handicapé ou un enfant vraiment anormal, bizarre, hors norme, toutes les façons que ce soit, quoi, tu vois, surdoué, sous-doué, handicapé, génial, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et dans le livre, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils acceptent que elle a muté, tout simplement, quoi. Et donc elle est partie sur des formes de vivant qui sont extrêmes, qui sont très belles, mais qui en même temps sont presque impossibles à suivre. Donc moi je crois que les bonnes trames sont toujours très simples en réalité. C'est-à-dire que si tu peux pas développer une complexité dans un roman, si t'as pas une trame, à mon sens simple, en tout cas tu peux pas développer une complexité politique, géopolitique, poétique, etc. Si tu complexifies aussi trop la trame, tu perds tout le monde, quoi. Donc il faut que tu aies une partie qui soit simple, qui soit très linéaire, qui soit très axiale, et autour tu peux vraiment complexifier. Donc La Horde, c'est une trame extraordinairement simple, hein. C'est un cadre narratif très très simple, quoi. Tu peux pas faire plus simple, quoi. Les mecs sont sur une planète de vent, ils remontent jusqu'à l'origine du vent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine du vent? Est-ce que c'est par ton engagement politique qui a fait que tu en es arrivé à cette écriture des Furtifs, ou est-ce que c'est parce que pour les Furtifs que tu es parti sur les ZAD C'est forcément les deux, les trois, les quatre même, tu vois. C'est-à-dire que les Furtifs, ce qui était difficile à faire sur ce roman, c'est qu'il est vraiment multicouche, quoi. Tu vois, La Horde est très difficile parce que c'est mon deuxième livre, parce que je suis tout seul en Corse, parce que c'est un livre sur l'autodépassement, c'est un livre de fou, de solitude incroyable, hein. Moi, je suis revenu, tu vois, à la fin des Furtifs, je suis revenu exactement au même endroit où j'étais 15 ans avant pour écrire La Horde. Et La Horde, je l'ai écrit en 3 ans là-bas, encore. Donc je suis revenu au même endroit, dans la même maison, etc. en novembre. Et au bout de 3 jours là-bas, je me suis dit, mais j'étais un fou furieux, quoi, tu vois, vraiment, quoi. C'est entre 32 et 35 ans. Bon, j'avais pas de copine, ma vie sentimentale était un charnier, j'avais rien, quoi, c'était le néant, quoi, tu vois. Je me dis, mais j'étais un fou furieux, vraiment, quoi, tu vois. Là, ça me paraît beaucoup plus simple ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, etc., tu vois. Mais par contre, le livre était beaucoup plus complexe, Les Furtifs, à cause du côté multicouche. C'est un livre qui a 5 ou 6 couches différentes, tu vois. T'as la couche de parentalité, de rapport à l'enfant, t'as les dystopies, t'as toutes les dystopies ultra-libérales, la poser, la mettre en place, avec tout l'aspect technologique, t'as le côté anti-utopique avec les zouaves, les zags, tout le côté zadiste, toutes les alternatives que je propose, donc c'est 2 mondes encore très différents. Plus les furtifs eux-mêmes, toute la couche éthologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces furtifs, quel est leur comportement, comment ils se constituent, quelle est leur ontologie, et tu vois. Et ça paraît rien, mais c'est énorme, toute la construction ontologique, pour découvrir progressivement, révélation par révélation, tout le long du livre ce qu'ils sont, tu vois. Et même le lecteur, il est pas passif dans ton écriture, quoi. C'est une écriture ultra active, quoi. Moi, je trouve c'est une écriture exigeante. Tu sais, moi, je me rappelle de Deleuze et Guattari, quand il parle de 1000 plateaux, il dit c'est un livre qui nous a demandé beaucoup de travail et qui en demande beaucoup au lecteur. Il disait, tu sais. Et moi, c'est un peu ça. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de densité. Et je pars du principe que voilà, si tu rentres, bon bah tu pars pour l'aventure et tu vas. J'ai pas envie de faciliter les choses, j'ai pas envie de. Pour moi, c'est une sorte de probité, c'est tout. Il faut être propre par rapport au personnage. Mais je pense pas que c'est élitiste. Je pense que je donne les rampes d'accès, je donne. J'essaye pas de perdre le. Tu vois, je pourrais faire des trucs très frimes, très. Non, moi je veux que ça soit pédagogique au maximum. Tu vois, même toutes les parties philo. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un gros boulot pour rendre ça ultra pédagogique, quoi. Tu sais, même Deleuze, les gens disent c'est hyper complexe, etc. En fait, Deleuze, il y a une volonté pédagogique colossale quand tu regardes. C'est extrêmement pédagogique, même 1000 plateaux, c'est extrêmement pédagogique. Après, le mec, il est tellement haut que même avec sa pédagogie, toi, t'es là, t'accroché au mur pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais la volonté pédagogique est là, quoi. Tu vois, c'est pas du tout obscur, il n'y a pas du tout tentative d'obscurcir les choses ou de perdre le lecteur. Il essaye de donner le maximum de points d'accroche, sauf que bon, c'est tellement élevé que bon, tu galères, quoi. Mais moi, à mon petit niveau, voilà, je pense que c'est plus accessible aussi. Comment t'es venue l'idée de lier la musique à l'écriture? Bon, le feuilleton radiophonique, peut-être, on en parlait tout à l'heure. Mais est-ce que c'est aussi cette expérience que t'as faite avec Rhône ou pas du tout? Ouais, bon, Rhône, c'est très particulier parce que Rhône, le morceau bras vocal, c'est. J'ai envie de te dire, j'y suis pour rien au sens où il a simplement repris des extraits de délire que je faisais au dictaphone quand j'écrivais La Horde. Et il y en a un qui l'a particulièrement touché et puis qui l'a mis en musique.
Après, si, il y a le moment où il m'invite à la Philharmonie, il me demande de venir sur scène à la Philharmonie. Ce qui était un gros risque pour lui, parce que moi, j'ai jamais fait de scène. Et il me laisse 4 morceaux, quoi, tu vois, donc c'est quand même... Mais c'est surtout le travail sur Phonophore, quoi, c'est-à-dire le site... Il y a 1 an et demi que j'ai fait avec Florian Pochon sur le travail de l'univers sonore des Furtifs. Et c'est là que j'ai commencé à poser ma voix, à prendre du plaisir à la poser, à essayer de voir ce que je pouvais faire avec. Ah ben là, on a vraiment bossé à 3, en fait, vraiment sur Phonophore. Non loin du café, je gare mon véloc entre 2 flaques et je contresigne avec ma bague. Pieds et cheveux trempés, ma cape de pluie a fait ce qu'elle a pu. Après, je suis venu vers la musique quand j'ai rencontré Yann Péchin, quoi. En fait, c'est des gens qui nous ont réunis à Dunkerque. Ils ont dit ouais, on aime bien ce que fait Yann, on aime bien tes textes, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je dis bah ouais, pourquoi pas. Il me dit c'est le guitariste de Bachung. Je fais ah ouais. Donc c'était un peu chaud, mais j'arrivais dans mes souliers quand même, tu vois. Et j'ai lu mes textes, etc. Il a commencé à jouer tout de suite, quoi. En fait, il a commencé à comprendre le phrasé, le débit, tu vois, le flow et tout. Et après, j'ai proposé de faire un album, quoi, tu vois, sur les Furtifs. On a joué à Arras dans un festival où c'était quasiment une salle de classe, ouais. On a joué dans une salle de classe, ouais, on peut dire ça, ouais. Tu fais des ateliers d'écriture avec les enfants? Ça m'est arrivé une fois. J'ai fait en première littéraire. D'accord. Et après, ils faisaient des nouvelles sur la technologie. Je leur disais, vous prenez les technologies contemporaines, genre le smartphone, etc. Et vous me faites des nouvelles ESF avec ça. Voilà. Du coup, cette idée de transmission aux jeunes générations, est-ce que c'est le personnage de Sahar qui te l'a inspiré Ouais, ou... mais non, mais ça, c'est vraiment ma copine. Elle est sur Pédagogie Freinet, tu vois, donc elle est à fond sur l'éducation populaire et tout. Donc j'aime bien ce perso parce que c'est celui qui a l'arc narratif le plus long. Tu sais, sur un perso, tu peux avoir t'as des persos qui vont évoluer très peu, donc l'arc narratif est très court. Et elle, finalement, c'est elle qui part plus loin parce qu'elle ne croit pas à l'existence des Furtifs. Elle pense que Lorca est fou. Elle, tu vois, elle veut pas le suivre dans son délire. Elle essaie de faire sa psychanalyse pour faire le deuil, tu vois. Donc elle est extrêmement loin, tu vois. Elle est dans la position du lecteur incrédule, quoi. Et tu vois le chemin qu'elle fait, et c'est monstrueux. Donc c'est le plus intéressant, je pense. Lorca bouge moins, tu vois, qu'elle, quoi. Les Furtifs dans le livre, c'est un mix d'animal, de végétal et de minéral. C'est-à-dire que c'est un mix des formes possibles du vivant, et ils ont cette particularité d'être nés il y a des millions d'années dans le livre, c'est-à-dire d'être peut-être une des formes les plus anciennes du vivant, et ils sont restés viables et ils n'ont pas disparu parce qu'ils ont développé cette faculté à se loger dans l'angle mort de la perception humaine, de la vision humaine, et ils se logent donc là où vous ne regardez pas. Donc c'est des animaux qui pour moi incarnaient la plus haute forme du vivant, c'est-à-dire capables de métamorphoses très nombreuses, capables de métaboliser l'environnement autour d'eux, donc toujours connectés et articulés à l'environnement. Moi j'ai essayé dans ce livre de poser un arrière-plan de ce qu'on appelle dystopique, c'est-à-dire vraiment anti-utopique, un peu cauchemardesque, qui est fondé sur ce qu'on voit déjà aujourd'hui en 2019, c'est-à-dire qu'effectivement l'effondrement de l'État, un État faible, un État volontairement faible, c'est-à-dire qu'on fait tout pour limiter les rentrées fiscales, soi-disant pour ne pas faire fuir les riches, donc en limitant les rentrées fiscales, on baisse évidemment la qualité des services publics, des soins, des services sociaux, de l'éducation, etc. Et donc il y a effectivement des villes qui tombent en faillite. Et les villes les plus intéressantes sont rachetées par, bien sûr, des multinationales. Et dans ces villes donc privatisées, la particularité, c'est qu'il y a vraiment 3 classes de citoyens. Il y a les citoyens standards, et ils ont accès en gros à 50% des rues, des avenues de la ville, et puis des squares, des parcs de la ville. Les citoyens premium, on va dire, c'est autour de 75%. Et les citoyens privilèges qui payent plus de forfaits, on va dire, eux, ils ont accès à toutes les avenues, tous les parcs. Donc j'essaye de montrer l'espèce de zonage qui nous arrive, que je vois déjà à Marseille se mettre en place. De plus en plus, les espaces communs sont privatisés, découpés et attribués aux gens les plus fortunés.
La seule chose qui a un lien politique entre mon style et la politique, c'est l'idée que, comme je disais tout à l'heure, que pour moi, il faut évaster le langage, quoi. Il faut l'ouvrir au maximum, il faut lui donner plus d'ampleur, il faut redonner de la vitalité au mot, etc. Tu vois, et il faut lui donner une dimension métamorphique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, pour moi, la grosse réussite des Furtifs, c'est Tishka, quoi. C'est la capacité de ce personnage à métamorphoser la langue, à la tordre, à la métaboliser, à ouvrir vraiment sur une dimension poétique. Elle ouvre sur un dehors du langage, tu vois. Cette espèce de rêve dont parle Deleuze, moi j'adore. Tu vois, quand il reprend Proust, il a cette phrase, il dit les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, tu vois. Et Deleuze en fait carrément une conception littéraire. Il dit le vrai style, la vraie dimension littéraire, c'est quand tu arrives à creuser une langue étrangère dans ta langue, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire sur Tishka, voilà. Je creuse une langue étrangère à l'intérieur du français, parce que tu ouvres sur des dehors, quoi, sur des dehors de la langue que la langue classique ne peut pas t'offrir, quoi. Donc, dans la Horde, Caracoche, je l'abandonne et même je le tue parce que arrive ce point où pour moi il s'auto-caricature, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'arrive plus à le porter. T'as quand même conscience d'avoir un style qui est très reconnaissable, très particulier et complètement unique, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout un tas d'écrivains. Je pense qu'un artiste, il doit avoir une singularité très forte, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a une vision du monde, il a une perception du rythme, de la syntaxe, des mots, des assonances, des consonances. Il y a quelque chose qui t'est vraiment propre et qui fait que quand tu écris, on retrouve ta couleur, on retrouve ton son. Tu vois, tu t'écoutes Yann. Yann, pour moi, c'est certainement un des 3 meilleurs des guitaristes français. Je pense qu'un musicien, il reconnaît immédiatement que c'est Yann sur une impro. Mais je pense qu'il y a un truc profond qui est lié à la motricité du style. Je pense que mon style a beaucoup d'énergie. Voilà, il y a une grosse motricité. C'est un style qui est vraiment en percussion, qui est vraiment... qui a de la force, quoi, qui a une forme de puissance. Et je pense que cette puissance, elle transmet une énergie qui est une énergie relativement, je sais pas comment dire ça, mais jeune. Je dirais que c'est plus une recherche de sens. Moi, je vois des gamins qui cherchent du sens, vraiment, quoi. Les gens que je vois à la table, c'est des gens qui sont en recherche. C'est pas du tout des gens qui sont axialement sur quelque chose. Ils sont en train de chercher, trouver leur voie, trouver leur piste. Et mes bouquins, j'ai l'impression, les aident justement à métaboliser, à avaler un certain nombre de trucs, à le changer, à le permuter, à se dire tiens, ça c'est intéressant, ça j'ai envie de savoir, j'aime pas trop mécaniser la pensée ou être toujours sur les mêmes axes. Je trouve que c'est mauvais signe. Tu vois, une pensée doit être vivante, quoi. Si tu commences à répéter les mêmes choses, c'est pas bon signe, quoi. Pour moi, je vois cet océan du libéralisme comme ça, comme vraiment une espèce d'énorme océan dans lequel on patauge, on nage, on essaye de se débattre. Et puis j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des gens qui arrivent à plonger comme ça en profondeur, à ouvrir, à tirer comme ça sur la croûte terrestre, à ouvrir, à faire sortir peut-être un magma nouveau qui va monter à la surface. Et ce magma crée un petit volcan ou une petite île. Et sur cette île, vite, enfin, on peut nager et puis se poser. Et ça crée des formes de ZAD. Alors moi, j'espère qu'on sortira de la zone à défendre pour aller vers la zone à désirer ou la zone autogouvernée. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de se battre contre l'armée et la police. Que moi, j'ai vu les expulsions de la ZAD et c'est quand même assez atroce de voir les blindés rentrer, détruire toutes les cabanes. Et de se dire qu'une grande partie de l'énergie des ZAD a été utilisée pour se battre simplement contre la police et l'armée. Donc peut-être que des zones, effectivement... ouvertes, où il n'y aura pas de problème de propriété, permettront de développer les choses. Mais voilà, donc moi en tout cas je crois à la naissance d'îlots comme ça progressifs, qui progressivement feront peut-être archipel, progressivement, je pense à la Grèce, tu vois, c'est vraiment ce pays d'archipel, qui peut-être donneront les continents, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne retournera pas ce système d'un seul coup, c'est un système beaucoup trop subtil, beaucoup trop liquide, beaucoup trop traversant, c'est-à-dire qu'on est tous pollués, même si on ne le veut pas, par ce libéralisme, on achète tous des choses, on en consomme tous, on est tous à en vendre à un moment ou à un autre, et donc on est encore vraiment intoxiqué et pollué par ce système-là, donc il faudra beaucoup de temps pour le retourner, je pense qu'on le retournera progressivement. Mais en même temps, il y a peut-être un espoir, parce qu'on est en train de tellement de piller toutes les ressources carbonées de la planète, qu'à un moment donné, on ne pourra plus vivre sous ces mêmes modes, et on arrivera peut-être à autre chose. Donc, moi, contrairement à d'autres gens, je vois ce qu'on appelle l'effondrement comme une très très belle nouvelle, en fait. Ouais. Si tu commences à te rendre compte que la forêt est vivante, qu'elle communique, qu'elle a quasiment un système nerveux, comment tu vas pouvoir aller couper la forêt derrière en toute quiétude et en toute... Donc forcément, on avait exclu du domaine scientifique ce type de recherche, mais je trouve qu'il y a toute une progression sur l'éthologie, sur la compréhension de l'échange végétal aussi, qui devient extrêmement intéressante et qui fait que on commence à retrouver une empathie avec le vivant qu'on avait perdu. Et ça, c'est plutôt la grosse bonne nouvelle j'ai envie de dire du moment, quoi. J'ai beaucoup lu Nietzsche, et Nietzsche est un philosophe qui m'a beaucoup influencé. Et chez Nietzsche, il y a dans le Zarathustra un texte qui est magnifique, qui s'appelle Les 3 métamorphoses de l'esprit. Si vous ne les connaissez pas, c'est un texte très court, je vous conseille vraiment de les lire. Et Nietzsche
donne les 3 étapes ou les 3 métamorphoses de l'esprit. Il dit voilà, l'esprit au début devient chameau, c'est-à-dire qu'il devient l'animal qui porte les valeurs établies, quoi. Donc, et c'est comme ça qu'on est souvent au début de la vie, on nous donne des valeurs, on nous donne des normes, on y obéit, on s'y soumet, et on essaye de les suivre. Donc le chameau comme ça avance avec toutes les valeurs établies, puis il arrive dans le désert, et là le chameau devient lion, et le lion il dit stop aux valeurs établies, il dit je veux, voilà je veux. Il sait pas encore vraiment ce qu'il veut, mais il veut. Et face à lui, Nietzsche dit voilà, il y a le dragon qui porte les valeurs millénaires, avec des milliers d'écailles, sur chaque écaille il y a marqué tu dois, et puis toutes les valeurs sont affichées, et dessous il y a marqué tu dois. Et le lion arrive et il dit non, moi maintenant je veux essayer de vouloir, je veux essayer de tracer ma route. Mais comme le dit très bien Nietzsche, c'est le moment de l'anticonformisme, tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu es opposé, c'est souvent le moment de l'adolescence, tu es opposé à quelque chose mais tu sais pas encore vers quoi tu veux aller. Et il dit après le lion devient enfant, et c'est la 3e métamorphose de l'esprit, c'est vraiment un moment magnifique dans le texte, où il dit voilà, roue qui tourne d'elle-même, premier mobile, enfant, l'enfant joueur, etc. Et pour lui c'est vraiment la direction qu'on doit avoir, c'est-à-dire c'est redevenir, mais adulte évidemment, avec toute ta connaissance, ton savoir, toute ton expérience, mais avec cette part d'enfance, cette part vitale d'enfance. Comment tu gères ta notoriété ? J'imagine qu'il y a des gens qui peuvent presque te prendre pour un gourou, presque. Enfin, ça doit pas être évident à gérer. Pas trop, c'est ça qui est bien. Je pense que les livres sont assez ouverts. Les personnes, tu vois, ce qui me sauve, c'est la polyphonie déjà. Tu vois, le fait qu'il y ait plusieurs narrateurs, donc plusieurs axes, ça évite le côté un peu monolithique. Et après, de toute façon, moi je vais te dire la vérité. Si tu veux être un gourou, tu peux être un gourou. C'est très facile, tu vois. À partir d'un certain niveau de notoriété, tu prends une position un peu distante, tu es très assertif, très péremptoire, tu vois. Et tu vas prendre cette dimension de gourou. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont en attente d'une seule parole, d'une seule direction, qui sont en attente qu'on leur dise où il faut aller, tu vois, vers où tu dois aller. Et si tu veux prendre cette position, de dire, cette place, tu peux toujours la prendre, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse pas et je trouve que c'est le pire à faire aux gens, quoi, tu vois. Si tu te mets en position de gourou, tu vas les fermer à une seule logique qui est la tienne. Tu les rends pas vivants en fait, tu vois, tu les fermes dans une logique. T'as des demandes, tu vois, t'as des gens qui viennent avec une grosse attente, qui sont vraiment des fans, tu sens que ce que tu vas dire, pour eux c'est hyper important. Alors tu vas n'importe quelle connerie sur la bière, tu sais, ils vont prendre note, ils vont dire ah ouais, putain la maison il n'aime pas les bières blondes, tu vois, ils trouvent que c'est industriel, enfin tu vois, tu peux avoir ces phénomènes, mais donc moi le truc que je fais systématiquement, mais qui est dur à tenir, c'est que j'essaie de garder un côté ultra horizontal, c'est-à-dire jamais prendre les gens de haut, les prendre comme je vous prends vous, et c'est-à-dire de dire voilà tu tutoies, le gars tu lui parles comme je parlerais à un pote, quoi. J'ai pas de raison que je lui parle du haut. Là moi j'ai pris des jets dans la gueule sur la sortie des Furtifs parce que il y a eu toute la campagne de promotion, on a tout eu en presse, en télé, en radio, et tu commences à avoir ce moment où les gens viennent te voir dans la rue, ils te parlent, tu vois. Alors que moi j'ai toujours vécu, j'ai envie de dire comme un furtif au sens où moi j'ai un physique ultra banal, ce qui fait que personne ne me regarde dans la rue naturellement. Moi j'ai pas envie qu'on me regarde, tu vois. Moi j'ai besoin de me poser. Mais ouais, mais moi j'ai besoin d'être dans l'humour. Moi mon boulot et ce dont j'ai absolument besoin, c'est de me nourrir de ce que je vois. Et si à un moment donné que je suis en train de regarder, quelqu'un vient me voir, tu vois, c'est super chiant, ça par contre c'est chiant. Je me suis rendu compte que les hommes politiques qui font des campagnes de 300 jours, où chaque moment de la journée ils sont avec des gens, ils vont serrer des mains, voir des boulangers, ces gens-là sont des psychopathes absolus. Tu vois, là j'ai une certitude, je peux vous dire, Mélenchon, Macron, tous ces gens-là sont des psychopathes absolus. C'est obligatoire. C'est toxique. Pour le narcissisme, c'est hyper polluant. Ça te met dans des situations qui ne sont pas horizontales, qui sont compliquées, où on te re-hiérarchise, où on te remet au-dessus alors que tu veux pas. Il y a des effets pervers monstrueux de ça, tu vois. Surtout quand tu es en campagne de promotion. Si ça te plaît de faire ça, si tu le fais constamment, si t'es politique, parce qu'eux ils rentrent dans une boulangerie, ils ont toujours, tu vois, c'est que t'es un pervers narcissique total. C'est une preuve absolue. Donc maintenant c'est bon, moi les hommes politiques machin, je peux pas quoi. Je suis certain que ces gens-là sont des pervers totaux quoi, tu vois. Tu peux pas être sain d'esprit et faire ça, c'est impossible. Tu peux prendre le problème dans tous les sens, c'est impossible. Voilà, la seule chose que j'ai envie là, tu vois, depuis le truc, c'est de m'isoler dans ma chambre, d'être tout seul, de plus voir personne, tu vois, de même aller voir les potes, tu vois, Là, tu vois, j'ai eu une semaine calme, donc je viens, c'est ma dernière date aujourd'hui. Donc ça va, j'étais content de voir les gens, je suis content de vous voir, machin, mais j'en pouvais plus, j'étais cuit. Donc tu te dis, les gens qui prennent du plaisir à ça, ils ont un puissant fond narcissique à combler, que rien ne comblera jamais, donc c'est des toxiques, quoi, c'est des gens toxiques, quoi. Donc, Ce mantra est pour toi, pour nous, qui sommes légion, et qui avançons avec cette porte ouverte entre nos deux épaules et nos allures
d'appel d'air. Longtemps tu fus l'individu qui crut que tout lui est dû. L'individu à liste, joliment séquencé. L'individuel, seul contre tous. Ta vie d'hyperlien, d'alien, dit rien, retranché en pépin dans ton grain de raison, dans ta bulle de filtre, parmi ta commune ôtée. Puisqu'on a tout fait pour te rendre étranger au monde, quoi d'étrange à ce que tu vois tout le monde comme un étranger? Faire que nos expériences prennent corps, s'offre le temps, s'ouvre l'espace, faire que quelque chose enfin se passe. Faire qu'il existe toujours un dehors aux eaux libérales qui nous entassent. Possible, sinon j'étouffe. Un peu de ciel dans tes riffs, un brin d'herbe, juste une touffe, un peu d'air pour ta soif. Écrire, c'est créer un lien avec toi-même. Donc quand le livre sort sur la zone du dehors et la horde, j'avais eu ce moment où j'avais eu le temps de me dire le livre est fini, le livre... Et d'avoir ce moment de te dire mais qu'est-ce que j'ai écrit, quoi, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Tu sais, ce truc de Duras que je cite souvent, c'est de dire voilà, on écrit pour tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait, tu vois, et on le sait pas avant, quoi. Et généralement on le sait après, et même beaucoup d'années après. Donc il y a quelque chose dans le livre dont une grande part est inconsciente, une grande part est pas mentalisée, pas rationalisée. Et les premiers temps, donc tu as les retours très positifs, on a eu des critiques positives, machin, c'est-à-dire en tout cas des journalistes, et je pouvais rien intégrer. Les gens me disaient c'est super machin, j'intégrais rien. J'étais comme une espèce de plaque d'argile, l'eau rentrait pas. Là je sais pas à quel moment va arriver le moment où je vais comprendre ce que j'ai écrit, pourquoi. Tout l'univers, ultra-libéral, les furtifs, etc. Tout ça était sur les cahiers, je le savais déjà depuis une dizaine d'années. Bon. Donc tu fais le bouquin, t'avances, tu le poses, donc tu peux dire aux gens voilà ce que j'ai voulu faire rationnellement. Donc c'est ce que tu racontes en interview. Tu dis voilà j'ai voulu faire ça, c'est le son contre la vision, l'audition contre machin, le panoptique, c'était de traces, le système de contrôle, les furtifs, le vivant, enfin, si tu veux, je tiens 3 heures si tu veux à vous raconter ça. Bon, je pense qu'il y a quelque chose autour de moi enfant. Bon, après, je fais la psychanalyse à l'arrache, mais voilà, mes parents se séparent, j'ai 13 ans, tu vois. Quand t'as 13 ans, ma vie, c'est de la merde, vraiment. Enfin, mon adolescence, c'est vraiment une adolescence de merde. J'étais pas heureux, j'ai jamais repensé à mon adolescence, j'y pense jamais, parce que c'est vraiment une mauvaise période. Alors que je sais que j'ai une très très belle enfance, ouais, tu vois, que de 0 à 10 ans, j'ai... Et là, quand je l'écris, ma fille a 11 ans, l'autre a 8 ans, j'ai vécu les 0 à 10 ans, j'ai refait les 0 à 10 ans. C'est un moment fabuleux, moi je me suis éclaté, et je continue à m'éclater avec mes filles, tu vois. Je me dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais une fois que tu as dit ça, c'est quoi exactement, tu vois, de quoi tu parles, de quoi tu... On parlait de collapsologie, enfin voilà, nous on est un peu sensibilisés aussi. Comment tu fais, tes filles, tu leur en parles, même pour des élèves, moi je suis prof aussi par exemple, je sais pas comment faire, tu vois, pour... Toi, comment tu ferais? Pour l'instant non, parce que je trouve que c'est des affects extrêmement puissants. Je trouve que t'es pas prêt à 8 ans ou à 11 ans à entendre ça. Moi j'essaie de transmettre des dynamiques de vivant justement, de joie, tu vois, de jeu, de création. Mais j'essaie pas de leur dire, vous allez voir, la civilisation dans laquelle vous vivez, elle va s'effondrer, en tout cas sous cette forme-là, elle va s'effondrer. Et on est en train de tout épuiser, etc. Bon, elles sont conscientes d'un point de vue écologique, quoi, tu vois, d'un certain nombre de choses. Le problème de la théorie de l'effondrement, c'est le mot effondrement, quoi, tu vois. En fait, c'est pas du tout un effondrement, tu vois, c'est une perte de confort, c'est passer à un autre registre, c'est dans les low-tech, c'est éviter de piller de façon extractiviste totale le monde. Par contre, ce que je trouve vraiment important de leur dire, voilà, tu es né dans une civilisation qui a coupé le lien avec la nature et avec le vivant. On a considéré que l'homme était le centre de tout et que le reste c'était un environnement, un paysage, et qu'on a coupé tous ces liens. Donc de leur refaire tisser des liens avec le vivant, en disant, tu vois, avec les animaux, avec les plantes, et leur faire comprendre des choses, machin. Si tu veux, moi j'ai refusé le téléphone portable très vite et je m'y suis tenu parce que je savais que comme tout le monde, si je l'avais, tous les temps morts, j'allais les utiliser à regarder le smartphone. C'est-à-dire que tous ces temps qui sont ultra précieux en création, c'est-à-dire que quand tu attends un train, moi je faisais du stop et que j'attendais le stop, tu vois,
tous ces moments qu'on appelle les temps morts, c'est les temps extrêmement vivants en création. Parce que c'est là que le cerveau est entre deux plaques tectoniques, tu vois, il va passer d'une plaque à une autre, c'était une activité, tu passes à une autre activité, et tu as une espèce de trou, de subduction comme ça, et là, la création, elle naît très souvent à ces moments-là, c'est là que tu as les idées, c'est quasiment systématique. Toutes les idées sont dans des moments, des sortes de temps morts entre deux zones. Donc c'est des temps très vivants en réalité, quoi. C'est un système inhumain en réalité, c'est un système qui rythmiquement n'est pas adapté à l'être humain. On n'est pas fait pour être sollicité 200 fois par jour sur des axes complètement différents, personne n'est fait pour ça. Mais ce système technologique-là impose ça. Donc ces systèmes qui sont inhumains ou inhumains, qui font qu'on est, donc on galère, donc on tourne en rond, donc on se fait bouffer. Et puis c'est des mécanismes extrêmement addictifs, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de récompense aléatoires, la boîte de Skinner. Enfin, vous connaissez ce truc-là? C'est génial, la boîte de Skinner. C'est fabuleux, la boîte de Skinner. Comment rendre dépendant un animal? Le caractère aléatoire de la récompense va rendre le truc plus addictif déjà. Et puis parfois la rareté de la récompense va aussi rendre le truc plus addictif. Donc c'est un peu contre-intuitif. Et tout d'un coup, le mec il a un coup de génie, mais c'est un coup de génie. Moi je trouve Skinner, c'est un malade mental, le mec fait ça, mais c'est un coup de génie. Et le gars il dit je vais faire un système où de temps en temps la bouffe tombe et de temps en temps ça tombe pas. Tu vois? Et quand il fait ça, il se rend compte que le rat il appuie frénétiquement tout le temps sur le truc. Il rentre dans une espèce de frénésie, tu vois. Parce qu'il est en insécurité, parce que la récompense est aléatoire. Et c'est des mécanismes, donc il t'explique que le cycle dopaminique, la dopamine a un rendement décroissant, donc pour réactiver le cycle dopaminique, il faut que la récompense soit pas systématique. Enfin bon, il y a tout un truc neurologique sur le... Mais les mecs, les notifications Facebook sont construites de la même façon. Donc les notifications tombent de façon aléatoire. Des fois, tu es hyper content, c'est ta copine ou la fille que tu dragues. Tout d'un coup, elle t'a envoyé une notif, tu es super content, tu vois. Puis tout d'un coup, tu vas rester une demi-heure sans rien, mais tu attends. Puis tout d'un coup, la notif tombe, puis tu vois. Ou une information qui t'intéresse. Et ce côté aléatoire, machin, fait que tu restes sur Facebook, parce qu'il va toujours se passer un truc, tu vois. Ça emprisonne les gens, ça les aliène, tout simplement. Donc tout mécanisme d'aliénation, putain, ton boulot, c'est de... si tu fais des livres, c'est pour essayer d'émanciper un minimum les gens, ou de les libérer de certaines choses, ou... On voit vraiment sur les Gilets jaunes, qui a vraiment marqué ça, je trouve, c'est-à-dire... on essaye de conjurer toute forme de pouvoir, en tout cas de pouvoir hiérarchique, de pouvoir vertical. On essaye d'éviter des porte-paroles autoproclamés, ou en tout cas... auxquels on va obéir comme des gourous, comme des gens qui porteraient la parole vraie. Donc je trouve que là il y a une grosse maturité, c'est-à-dire que les gens veulent être dans une forme de puissance mais pas dans une forme de pouvoir. Voilà, et en tout cas veulent pas soumettre des masses à leurs idées, leurs desiderata. Là moi je crois que ce sera plutôt des micro-révolutions, c'est-à-dire que tout un ensemble de révolutions sur des axes différents, avec des valeurs différentes. C'est ce qu'on voit dans la ZAD, d'ailleurs la ZAD est intéressante pour ça parce que c'est absolument pas monolithique la ZAD, c'est l'inverse d'un champ monolithique, c'est-à-dire que tu as des gens, là, tu as 70 lieux de vie, et 70 lieux de vie, c'est quasiment 70 façons d'envisager l'existence, quoi. Il y a une philosophie qui est celle de l'anticapitalisme, c'est-à-dire le fait de sortir du régime du tout économique et de la quantification, mais tu as 1000 façons de le faire, précisément. C'est-à-dire que tu peux être anarchiste, tu peux être communiste, tu peux être communaliste, tu peux faire comme Royava et être proche de Bookchin, tu peux être deleuzien, tu peux, si tu veux, être primitiviste, tu peux être écolo-radical, tu peux être écolo-cool, tu peux être... limite social-démocrate ou citoyenniste, tu vois. Et tout ça se marie, se mélange, donc il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés à créer évidemment des positions communes. Mais malgré tout, voilà, c'est un territoire qui a fonctionné, qui continue à fonctionner, qui est doté d'une très forte vitalité. Et ça montre que s'il y avait révolution, en tout cas s'il y avait changement de système, ça serait un miroitement, et tant mieux, quoi, un camailleux de beaucoup de couleurs différentes et de beaucoup de choix de vie différents. Moi j'ai un naturel assez optimiste, alors je sais pas d'où il vient, on maîtrise pas ça, on est instinctivement optimiste ou pessimiste, même si on a tous des connaissances, j'ai pas du tout la perception apocalyptique, c'est-à-dire je me dis, finalement, parfois je me prends la tête sur la société de contrôle, sur le techno-numérique, le techno-capitaliste, le couplage entre ce monde de réseau et la surveillance, et ça me fait horreur, et en même temps je me dis ça va peut-être s'effondrer de soi-même parce qu'on n'aura plus les moyens d'avoir 98% des gens, parce que c'est ça le taux de pénétration du téléphone portable aujourd'hui, qui ont un téléphone portable, tu vois. Donc je rappelle que tu n'as pas de téléphone portable. Moi j'en ai pas, mais voilà, mais j'échappe pas pour autant à l'empire technologique, puisque moi j'ai mon ordinateur chez moi, j'ai mes mails, tu vois. Alors j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire que politiquement, dans les milieux que je côtoie, vous avez compris, je suis plutôt dans les milieux de la gauche radicale et des choses comme ça. Écolo gauche radicale, mais j'ai le sentiment que c'est marrant, c'est moins finalement les luttes sociales et l'anticapitalisme qui est en train de reconstruire un désir positif que les luttes écologiques. Finalement, c'est par ce rapport au vivant que le désir renaît, tu vois. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que moi-même, j'ai été très longtemps
sur cette espèce de point de butée du capital. Dire, je suis contre le capitalisme, mais comme je dis aux gens, on est tous contre le capitalisme, mais tout contre, quoi, tu vois, on est tout contre. Voilà, c'est-à-dire qu'on est collé à lui, on n'arrive pas à y échapper, et même si tout le monde a conscience des inégalités absolument insanes, quoi, tu vois, ignobles, qui existent, un mec comme Bernard Arnault qui a 87 milliards d'euros, tu prends Lucie, tu vois, le premier être humain existant qu'on a et tu le salaries au SMIC jusqu'à maintenant, tu vois, avec Bernard Arnault, enfin tu vois, mais ça n'a plus aucun sens, quoi, tu vois, voilà. Et malgré tout, on a du mal à générer le désir juste en faisant du contre, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plus dans ce renouement avec le végétal, avec l'animal, et je pense qu'on va arriver vers des low-tech aussi, c'est-à-dire que des technologies extrêmement sobres, extrêmement frugales, très efficaces, très optimisées, mais qui éviteront cette espèce de consommation énergivore absolument délirante dans lequel on est, où on consomme 5 planètes par an, en permanence. Et en plus, le monde informatique qui fonctionne lui-même sur le chiffre fait que, bon voilà, on bouffe de ça en permanence. Mais simplement, anthropologiquement, il suffit d'avoir toute petite connaissance au travers de l'histoire pour se rendre compte qu'il y a des milliers, mais je dis bien des milliers d'autres façons de vivre. Il faut les réinvestir. Il faut les réinvestir, pas en revenant à la bougie, comme les gens ont tendance à le dire, mais le réinvestir avec toutes les connaissances, avec tout le savoir et toute la science aussi qu'on a. Je pense qu'on passe des années d'hiver, effectivement, des années assez tristes, assez morbides, où on est un peu crispé comme ça, cette espèce d'hyper-confort dans lequel nous on est nés, et on voit bien que ce confort va décliner. Bah, tant mieux qu'il décline, voilà. Tant mieux qu'on revienne à quelque chose de plus naturel, je pense. Ouais. Bon, puisque leur monde est une pub qui te vend la réalité, puisqu'ils t'ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et même l'amitié. Puisqu'en te procurant par la technologie le pouvoir, ils t'ont en douce retiré la puissance. Tu tâtonnes et tu rates. Tente encore. Rate mieux. Tu tâtonnes et tu rates. Tente encore. Rate mieux. Comment se fait-il qu'on ait la capacité de ressentir des sensations esthétiques, un sentiment esthétique devant des œuvres d'art, devant un mouvement de feu, devant un paysage incroyable? Non, j'en sais rien, mais même sur les livres, tu vois, les gens ils te disent, j'étais très ému à tel passage. Bon, généralement, ça correspond à un passage où moi aussi j'étais très ému, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pleure aussi en écrivant le bouquin, tu vois. Il y a plein de passages où tu pleures parce que t'es... Et si tu pleures pas, enfin si t'es pas ému en l'écrivant, je vois pas comment les gens pourraient être émus, mais à part par mimétisme, tu comprends pas pourquoi les gens sont émus, pourquoi ça marche, pourquoi telle phrase est si émouvante. Tu parlais de la nécessaire singularité d'un artiste. Et est-ce que cette singularité, c'est pas une condition nécessaire pour arriver à une sincérité profonde, une sincérité qui dépasse ton entendement, justement qui te dépasse, mais une sincérité profonde, et cette sincérité profonde, ce qu'elle va permettre, c'est de toucher quelque chose d'universel finalement. De toucher quelque chose de... Vraiment, pour moi, il y a vraiment des miracles. Tu vois, moi, je comprends pas que le livre, par exemple, marche autant. Enfin, tu vois, Les Furtifs, c'est pas du tout des livres conçus pour essayer de plaire à qui que ce soit ou à un public qui serait préexistant. Mais tu te rends compte qu'effectivement, si tu vas au bout de quelque chose d'extrêmement personnel, forcément, tu touches des émotions que d'autres gens ont ressenties. Si je vais au bout de l'émotion que me procurent mes filles, bah, je vais toucher l'émotion que des milliers de pères, des millions de pères ont déjà éprouvé aussi. Si tu es dans la justesse de cette émotion-là, si tu arrives à la retrouver, forcément, tout d'un coup, la corde, tu fais vibrer une corde que d'autres gens ont eu, quoi, tu vois. Et effectivement, à ce moment-là, même si ton point d'entrée il est très personnel, l'émotion va être universelle. Après, tu te dis, c'est peut-être parce que c'est très banal de certaines façons, ou qu'il y a des parties très banales dedans. Mais tu vois, tu comprends pas. Tu te dis, il y a forcément des couches de banalité ou très communes qui touchent aussi des gens, parce que sinon, c'est pas possible, tu vois. Et là, j'espère que je vais réussir à oublier tout ça sur le 4e. Pour pas me dire, ah ouais, je me souviens dans les critiques, le mec il trouvait que Tony tout fou, tu vois. Ah, j'ai peur de ça, j'espère que je vais pas, tu vois, ça va pas me perturber, que je vais être aussi autiste que sur les 3 autres, tu vois. Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous sommes le cancer de l'air et des eaux, des sèves, des sols et des sangs. Nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok mec, ok. Et maintenant,